Toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Soigne ton art. Aujourd'hui, nous allons faire le portrait, donc dans la série de portraits d'hommes et de femmes qui ont contribué de manière très large, d'une manière ou d'une autre, à apporter un éclairage sur l'art comme soin. Nous allons évoquer Arthur Rimbaud. Donc Rimbaud, nous allons intituler Rimbaud, le moi poétique comme soin. Donc Arthur Rimbaud, né en 1854, décédé en 1891. Poète donc qu'on ne présente plus évidemment, poète plutôt hors norme, figure romantique par excellence, à l'origine de la poésie moderne. Alors pourquoi Arthur Rimbaud dans le cadre de la chaîne Soigne ton art? Eh bien parce qu'en fait Rimbaud a créé une poésie complètement nouvelle, en jouant particulièrement sur l'association libre, sur la métaphore, la symbolisation. C'était vraiment une poésie purement d'image, et surtout qu'il va créer pour créer, ce qui est précisément ce qu'on cherche notamment dans les thérapies par l'art. Alors au sommaire de cette vidéo sur Rimbaud, une poésie basée sur un réalisme halluciné, ensuite des mots pour s'inventer et se découvrir de nouvelles émotions, ensuite le moi poétique, enfin la création pour la création. Alors on démarre par une poésie basée sur un réalisme halluciné. Alors tout le monde, je le disais en intro, tout le monde connaît Rimbaud, tout le monde a aussi en tête la célèbre photo de Rimbaud prise par le photographe Étienne Carjat en octobre 71, là, on la remettre. On connaît tous aussi plus ou moins le parcours de Rimbaud, plus ou moins abandonné par son père, plutôt brillant élève, opposé à l'école, exilé à Charleville-Mézières, qui rêvait de Paris. Alors Rimbaud, c'est le libertaire, c'est celui qui a quand même pas mal consommé d'hachis, d'absinthe. Rimbaud, c'est le réfractaire à tout ce qui était toute forme d'autorité, révolté contre l'Église, contre la société de l'époque aussi, qui était une société qui disait qu'elle allait enfermer les individus. C'est aussi Rimbaud celui qui dénonce les lettrés fonctionnaires, compagnon de Verlaine, adepte de la vie de Bohème, Belgique, à Bruxelles, a vécu à Londres, avant de s'exiler, enfin de partir de Paris, de déserter la vie littéraire très tôt, très jeune, à 21 ans, pour partir en Afrique notamment, y faire du commerce, du trafic aussi, et de mourir en fait prématurément à 37 ans des suites d'un cancer de la jambe. Alors c'est mini-bio en partie vrai, un peu mythifié, va faire en fait de Rimbaud une icône du poète romantique et maudit, le poète maudit par excellence. Alors en fait, ce qui est particulièrement intéressant chez Rimbaud, d'abord, c'est qu'il a une forme de fulgurance très très jeune, que son œuvre est, son œuvre poétique a été composée en quelques années, en 5-6 ans maximum, et que par ailleurs elle est systématiquement, enfin le plus souvent, pas systématiquement, mais le plus souvent, estampillée complexe, difficile, exigeante. Beaucoup de critiques, de chercheurs également qui ont travaillé sur la poésie de Rimbaud. Pour beaucoup, cette poésie s'avère obscure, elle s'avère aussi sibylline, énigmatique, pour certains hermétique même. Et pourtant, ce qui est intéressant, c'est que Rimbaud, de son vivant, a exposé très clairement, on pourrait dire sans détour, en fait, les rouages d'une grande partie de son œuvre. Et il a particulièrement fait dans une de ses œuvres, dans une saison en enfer, et où il écrit, et je le cite, « Je m'habituais à l'hallucination simple, je voyais très franchement une mosquée à la place d'une usine, une école de tambours faite par des anges, des calèches sur les routes du ciel, un salon au fond d'un lac, les monstres, les mystères, un titre de vaudeville dressait des épouvantes devant moi. » Fermez les guillemets, fin de la citation. En d'autres termes, ce qu'on peut dire, c'est que la poésie de Rimbaud est donc peut-être d'abord et avant tout basée en fait sur un réalisme halluciné, ça veut dire fondé en fait donc sur plutôt une logique de détournement du vrai monde, du monde réel, du monde empirique, une logique en fait qui engage une sorte chez lui il va capter des images, des clichés, des formules, des perceptions, des représentations qui sont à la fois communes. Et on peut dire aussi vraiment de son époque, et en fait dont il va se saisir pour véritablement les reconfigurer et surtout en fait peut-être même les subvertir. Voilà. Et donc c'est là où on peut parler de réalisme halluciné et de toute l'imagination de Rimbaud.
Alors des mots pour s'inventer et se découvrir de nouvelles émotions. Ce qu'on peut dire, c'est que Rimbaud s'est aussi construit très tôt, donc en fait en réaction, pour le citer, contre les lettrés, comme il disait, les versificateurs qui ne font que reprendre les formes antiques. Et en fait, il se pose très vite en auteur-créateur, et donc par opposition à ce qu'il appelle les créateurs fonctionnaires. Et ce qui est intéressant, c'est dans une lettre du 15 mai 1871, qui font partie des lettres du Voyant, lettre envoyée à son ami et poète Paul Démony. Rimbaud n'a que 17 ans, et il expose déjà son programme poétique, et il dit « Je dis qu'il faut être voyant, se faire voyant. Le poète se fait voyant par un long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens. Ainsi, il arrive à l'inconnu, et quand, affolé, il finirait par perdre l'intelligence de ses visions, il les a vues. » Fin de citation. C'est aussi en 1871 qu'il publie Le bateau ivre, donc poème dans lequel le langage n'est plus l'expression de la pensée, mais que là, on retrouve on peut dire un véritable réservoir d'images dont il se sert, et là, non pas pour expliquer ou pour décrire justement, mais vraiment plutôt pour provoquer des apparitions hallucinatoires. Donc ça renvoie vraiment à cette notion de réalisme halluciné. On peut dire aussi que c'est Rimbaud, inventeur du vers libre, il va créer des poèmes, en fait, où les mots ont comme rôle d'amener notamment les lecteurs à s'inventer et à se découvrir, en fait, de nouvelles émotions. Et là, on peut citer encore une lettre un passage d'une lettre de Rimbaud, toujours en 1871, écrit pour Georges Isambard, son professeur de rhétorique au collège de Charleville-Mézières. Là, je le cite, il écrit « C'est faux de dire « je pense », on devrait dire « on me pense ». Pardon du jeu de mots, « je » est un autre. Fin de citation, bon, ça, formule très connue. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en écrivant ces lignes, en fait, Rimbaud entend se découvrir et en fait se connaître en se débarrassant de toutes les conventions, mais aussi des cultures et surtout des discours qui l'entravent. Et c'est peut-être dans une autre de ses œuvres, Une saison en enfer, alors selon Verlaine, une prodigieuse autobiographie spirituelle. C'est dans une saison en enfer que Rimbaud il va révéler en fait, on peut dire vraiment ses ressources poétiques. Dedans, il se met à nu, il livre son expérience intime, et en fait, ce poème aura d'ailleurs une très très grande influence sur tout l'expressionnisme littéraire. Alors venons-en au moi poétique. En fait, le plus souvent catalogué plutôt comme un poète maudit, poète révolté, alors figure romantique par excellence, ce qu'il faut voir, c'est que Rimbaud est peut-être avant tout un précurseur du langage poétique. Et pour beaucoup, en fait, c'est un annonciateur de la poésie moderne, et c'est dans ce sens qu'il va influencer les plus grands poètes du XXe siècle. Il va aussi beaucoup influencer le mouvement surréaliste. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'avec des œuvres, on peut en citer quelques-unes, telles que le Dormeur du Val, Le bateau ivre, Une saison d'enfer, Voyelles et illuminations. En fait, ce qu'on peut dire, c'est que la poésie de Rimbaud est en fait un accès à un autre monde que la réalité, un monde, alors ça nous intéresse particulièrement, un monde des émotions, un monde des sens aussi, en fait par la mise en œuvre de toutes les facultés possibles du langage et de l'imagination. Et qu'en fait, sur un plan purement créatif, et ça nous intéresse vraiment hautement, c'est que sa poésie se caractérise selon 3 directions. Il y a d'un côté l'expérience de l'acte créateur proprement dit, il y a de l'autre l'expérience de l'objectivation du discours, quand il dit « je » est un autre, et enfin il y a l'expérience de la recherche en fait d'un nouveau langage poétique. En fait, ce qu'on veut dire, c'est que selon Rimbaud, les sensations qui sont objectives et justes, selon lui, sont la source de la vraie poésie. Ça, c'est vraiment fondamental, notamment par rapport à ce qui intéresse tout ce qui est de l'ordre de l'art comme soin et des thérapies par l'art. Et ce qu'on peut dire, c'est que pour transmettre ces sensations, Rimbaud va donc créer une sorte de langage universel, et surtout par là même permettre en fait au langage poétique de s'autonomiser. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il était animé d'une puissante volonté créatrice. Il va surtout, à travers cette puissante volonté créatrice, il va jouer avec les mots et en fait ouvrir en permanence des espaces métaphoriques pour donner toujours naissance en fait à une sorte d'un autre monde. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il va pratiquer l'association libre.
donc qui tend vers la métaphore, et faire naître fondamentalement une poésie symboliste. En fait, ce qu'on peut dire en définitive, c'est que Rimbaud est l'exemple même du moi poétique, qui peut être créateur, mais aussi metteur en scène, et surtout spectateur de ses propres transformations. Alors venons-en aux sources, pour finir, de la création pour la création. Parce qu'on peut dire, c'est que dans une grande partie de son œuvre, Rimbaud va montrer que la poésie, loin en fait d'avoir un objectif descriptif, c'est avant tout une création pour la création, à savoir une création qui n'a pas d'autre but qu'elle-même. Et en ce sens, en fait, Rimbaud revient aux bases mêmes de la poétique, donc, qui vraiment, c'est en grec, la poésie, c'est la création. Autrement dit, sa poésie, c'est encore une fois la création pour la création. Et que ses poèmes, pour vraiment la plupart, n'ont pas d'autre but qu'eux-mêmes. Ils sont implicitement, donc, fondamentalement, autotéliques. Ils se suffisent à eux-mêmes. Et ça, cette notion d'autotélisme, dont j'ai déjà parlé plusieurs fois dans différentes vidéos, qu'on recherche à travers le processus de création, notamment dans les thérapies par l'art, donc ça renvoie, qui a été récupéré d'ailleurs, enfin pas récupéré, mais développé par la psychologie positive, le courant de la psychologie positive. Mais cette notion d'autotélisme, elle renvoie bien évidemment à la question essentielle du processus de création et de l'acte de créer, tels que peuvent et surtout doivent être vécus, tel que ça doit être vécu en fait dans les thérapies par l'art. Voilà. Alors à lire de Arthur Rimbaud, alors liste non exhaustive, hein, il y a Rimbaud poésie complète publiée en 1998, il y a Le bateau ivre et autres poèmes publiés en 2014, Les Illuminations suivies de Une saison en enfer publié en 2014 également. Deux livres sur Rimbaud, il y a Arthur Rimbaud de Jean-Jacques Lefrère, publié en 2001, Arthur Rimbaud, Le voleur de feu de Sarah Cohen-Scally, publié en 2014. Et il y a un film à voir, Quoi l'éternité d'Étienne Faure, réalisé et produit en 2004. Voilà. En attendant la prochaine vidéo sur un ou une artiste qui a travaillé, encore une fois, un portrait qui permette de nous éclairer. Si vous souhaitez réagir sur cette vidéo, donc au sujet de Rimbaud, toutes les coordonnées dans la description de la chaîne. Sinon, d'ici là, portez-vous le mieux possible et surtout, n'oubliez pas de soigner votre art. Bye bye, à bientôt.